Bonjour et bienvenue. Afin d'élaborer une trajectoire nouvelle en vue des transitions énergétiques et écologiques, il paraît nécessaire de s'interroger sur tout un pan de l'économie mondiale encore trop négligé dans les réflexions contemporaines, l'économie circulaire. Elle consiste en une rupture avec la logique linéaire du prélèvement et nous invite à élaborer une nouvelle sobriété. Dans cette session, nous commencerons par définir l'économie circulaire, puis nous verrons la place de cette économie dans la théorie économique. Son rôle dans les transitions énergétiques et écologiques sera ensuite décrit, avant de finir sur le rôle des incitations économiques. Commençons donc par la définition. Nous dirons que l'économie circulaire est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de la vie des produits, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. Le concept d'économie circulaire est apparu dans les économies industrielles, y compris les nouvelles économies industrielles comme la Chine, principalement pour gérer les dommages environnementaux de l'économie manufacturière. Ne concerne-t-elle pas les économies rurales et en développement? Ce cliché montre que si. Pour autant, la définition de l'économie circulaire peut se concevoir, en France en tout cas, en trois domaines présentés dans le schéma suivant. L'offre des acteurs économiques en bleu, notamment la conception des produits et l'organisation territoriale de la production, ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale, la demande et le comportement des consommateurs en vert, notamment l'allongement de la durée d'usage, la gestion des déchets en orange, c'est-à-dire le recyclage. En fait, l'économie circulaire est conçue par opposition à la prise de conscience de la logique linéaire, sans souci du déchet de nos économies, selon le schéma extraire, produire, consommer, rejeter. Une perversion flagrante de l'économie linéaire est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, qui désigne la conception d'un produit pour qu'il tombe sciemment en panne ou cesse de fonctionner au bout d'une durée limitée. À l'inverse de l'économie linéaire, de l'économie de l'obsolescence programmée, l'économie circulaire vise à concevoir des produits durables. Notez que certaines économies pauvres ont su toutes seules découvrir les capacités de l'économie circulaire, comme le montre ce cliché des automobiles à Cuba. Il est vrai que ce résultat, celui du cliché, a été obtenu sous la contrainte extérieure d'un blocus commercial imposé par les États-Unis, mais nécessairement, l'avènement de l'économie circulaire va imposer de nouvelles contraintes. La question d'éthique sociale est bien sûr de savoir sur qui pèseront ces contraintes pour assurer un bien-être équitable. Il n'est pas sans intérêt pour comprendre l'économie circulaire de la situer rapidement dans la théorie économique. Le grand économiste anglais Maynard Keynes estimait en 1928 que la prospérité générale, en tout cas des pays européens et d'Amérique, serait atteinte en 2 ou 3 générations au rythme de la croissance qu'il observait à l'époque, et qu'alors s'instaurerait une économie de prospérité générale et de loisirs. Depuis 1928, la prospérité a certes été atteinte dans certains pays, même si d'importantes inégalités persistent. Mais ce qui n'avait pas été vraiment prévu, c'est que l'économie de la production, la machine capitaliste, ne saurait pas s'arrêter. C'est cela qui a conduit un dénommé Club de Rome à faire publier un rapport fameux intitulé « Halte à la croissance ?» au début des années 1970. À partir de là est née l'idée que le défi était de découpler l'activité économique de notre système écologique. Découpler veut dire que l'activité économique doit cesser de prélever des ressources naturelles et cesser de rejeter des déchets, qu'il s'agisse de gaz carbonique ou de tout autre déchet, notamment les sacs plastiques du cliché que nous avons vu. C'est ainsi qu'on est arrivé à la notion d'économie circulaire, en observant
que si nos écosystèmes parviennent à tout recycler, nos économies doivent en faire autant. Comme le montre ce schéma, l'économie circulaire prétend imiter le recyclage dans la nature. Il y a cependant d'autres aspects dans l'économie circulaire, notamment l'incitation à faire un usage partagé des biens. La ville de Paris a ainsi développé les bicyclettes publiques pour circuler sans polluer et même les voitures électriques publiques. Ces réalisations correspondent certes à des économies avancées, bien équipées, notamment en technique de l'information et de la communication, mais il n'est pas exclu, comme on le voit avec la téléphonie cellulaire, que les économies en développement sautent les étapes. Maintenant, nous allons aborder le rôle de l'économie circulaire dans les transitions écologiques et énergétiques. L'économie circulaire apparaît de plus en plus comme un impératif, notamment, mais pas seulement, dans les économies industrielles polluées, car le facteur exponentiel de la croissance a des effets aussi puissants que funestes sur notre planète dont les limites ne sont pas infinies. Le résultat d'une croissance exponentielle, c'est-à-dire d'une croissance qui multiplie chaque année le volume de la production ou de la consommation par un facteur donné, est considérable au bout de quelques années, sans commune mesure avec une croissance qui, au lieu de multiplier, ajouterait un volume donné. Or, il est difficile de modifier le facteur multiplicateur d'une croissance exponentielle. La croissance de la population, élément majeur de la croissance de la production et de la consommation, est toujours un défi pour ceux qui veulent la modifier. Dans les pays en développement, l'enjeu porte surtout sur le domaine de l'offre, si l'on se rappelle le domaine en bleu du schéma français. Car, par hypothèse, la consommation est encore faible. À l'Agence française de développement où je travaille, nous nous intéressons essentiellement au domaine de l'offre, dans lequel nous nous efforçons de faire adopter des techniques efficaces de production, notamment d'énergie, et de favoriser le recours aux énergies renouvelables, éoliennes, géothermiques ou solaires. Dans les forêts, nous œuvrons à une gestion renouvelable de la forêt tropicale, respectueuse des habitants, humains, animaux et végétaux. Dans les villes, nous finançons les investissements qui éviteront l'activité polluante ou l'étalement urbain lorsque l'urbanisme se développera. Dans les pays du Sud, il s'agit en somme de mettre en place les techniques, l'organisation et les infrastructures qui anticipent l'avènement de l'économie circulaire pour faire l'économie d'une transition future qui pourrait s'annoncer compliquée. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est le principe de l'aménagement du territoire et des infrastructures qui l'accompagnent. Voyons désormais le rôle des incitations. En économie libérale, les investissements et les comportements ne se conformeront aux exigences d'une économie circulaire que s'ils y sont incités. Il faut des prix attractifs pour les investissements, par exemple dans l'énergie renouvelable, et des pénalités pour décourager les comportements dommageables, notamment les taxes carbone pour réduire les émissions. Les prix ne sont pas neutres. Dans un mémorandum resté fameux, Larry Summers, l'économiste en chef de la Banque mondiale à l'époque, avait tenu le raisonnement en 1991 que dans un monde libéralisé, les industries polluantes avaient intérêt à s'installer dans les pays en développement où les pénalités étaient insignifiantes et les effets dommageables non facturés, comme on l'a évoqué de manière bien bénigne, pour les sacs plastiques en Afrique. Les cas de déchets toxiques sont plus graves. C'était, espérons-le, une manière pour Larry Summers de dire que la libéralisation de l'économie internationale n'était pas nécessairement porteuse de principes éthiques. La libre concurrence a tendance à favoriser le plus fort et ce n'est que par le jeu des forces sociales que le consensus s'établit sur des normes de comportement acceptables. Par ailleurs, les réformes nécessitent une conjoncture économique et sociale favorable. En 2013, en France, sous l'effet d'une situation de sous-emploi, une révolte des camionneurs a obligé le gouvernement à abandonner les mesures visant à réduire le transport en camion au profit du transport ferroviaire, plus conforme aux principes d'une écologie industrielle et territoriale. À l'OCDE, on s'est attelé à étudier soigneusement
les impacts sociaux avant de réduire les subventions sur les carburants fossiles au Mexique et en Indonésie. Le rôle de la monnaie sera traité dans un autre cours. Rappelons seulement ici que la monnaie constitue un facteur incitatif puissant, agissant sur le volume et le type de l'investissement. L'expérience mondiale récente a montré que cette influence n'a pas toujours reflété la responsabilité sociale et environnementale voulue, révélant la carence de la réglementation et sans doute la puissance des intérêts en jeu. Concluons que l'économie circulaire est un projet ambitieux. Peut-être n'est-il pas toujours clair que les transitions écologiques et énergétiques s'inscrivent dans l'économie circulaire. Mais si l'ambition ultime est le fameux découplage de l'activité économique par rapport aux écosystèmes, on comprend que l'économie circulaire est un idéal dont on n'est même pas aujourd'hui sûr qu'il soit pleinement réalisable. Les transitions écologiques et énergétiques entreprises à ce jour sont des tentatives partielles qui n'attaquent pas tous les domaines bleu, vert, orange du schéma français. C'est petit à petit, à mesure que le consensus social le permettra ou le dictera, que l'économie circulaire s'étendra à tous les domaines.